Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La colère de François Hollande au lendemain du voyage de 4 parlementaires en Syrie. Dans ce journal, les explications de François Zocchetto, le président du groupe centriste du Sénat, qui a rencontré Bachar al-Assad. François Hollande qui a choisi les Philippines pour lancer un appel contre le réchauffement de la planète, alors qu'un accord sur le climat doit intervenir lors du sommet de Paris fin 2015. Bruxelles accorde un nouveau délai à la France pour amener son déficit sous la barre des 3%, mais attend des réformes rapides pour mettre un terme au dérapage budgétaire. Décryptage et analyse dans cette édition. Mais avant de développer tous ces titres, Gérard Larcher, le président du Sénat, a rencontré aujourd'hui pendant 1 heure Vladimir Poutine, le président russe. Je vous propose d'écouter son entretien réalisé un peu plus tôt cet après-midi. Gérard Larcher, bonjour. Vous venez de vous entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Malgré une relative accalmie sur le front ukrainien, avez-vous le sentiment d'une réelle volonté de la part de Moscou d'apaiser ce conflit? J'ai eu le sentiment que le président Poutine, avec qui j'ai eu un échange de plus d'1 heure, s'en tenait aux accords du 12 février, accord de Minsk, autour d'un cessez-le-feu, naturellement, ce cessez-le-feu, il doit devenir total, d'un retrait de part et d'autre des armes lourdes, et puis l'engagement rapide d'un processus politique, notamment de modification constitutionnelle en Ukraine, pour permettre une décentralisation approfondie. J'ai proposé que les parlements des 4 pays du format Normandie, ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'autres parlements, puissent contribuer à ce processus politique. Est-ce que vous avez eu le sentiment de pouvoir facilement réaffirmer la position de l'exécutif, notamment en ce qui concerne un éventuel allègement des sanctions envers la Russie? J'ai rappelé que l'application des accords de Minsk, et notamment le cessez-le-feu, était un préalable à tout allègement éventuel des sanctions, et que la position française était sur ce point une position claire. Ce que je crois, c'est qu'il y a un capital aujourd'hui de confiance, même s'il faut prendre ce mot avec précaution, retrouvé entre la Russie et la France. J'ai trouvé un président Poutine à la fois accueillant et en même temps qui acceptait l'échange sur ce sujet, et de voir qu'il n'y avait pas 2 voix en France sur ce sujet-là. Que peut faire la diplomatie parlementaire dans la résolution de la crise ukrainienne, Gérard Larcher? Par exemple, maintenir ouverts les canaux de la discussion. C'est dans ce cadre-là, et sans enfreindre quoi que ce soit des sanctions, que je me suis rendu en Russie, d'ailleurs à l'invitation de la présidente du Conseil de la Fédération. Et c'est d'ailleurs prévu ainsi. Rien ne serait pire que de ne pas discuter, de ne pas dialoguer, de ne pas partager. Quand je me suis exprimé hier, j'ai dit « Le respect du cessez-le-feu doit être total. Le respect intégral et durable des accords demeure la pierre angulaire d'une sortie de crise et la clé préalable de l'allègement éventuel des sanctions. » Ce sont mes mots, j'allais dire, exacts. Alors vous nous l'avez dit, vous êtes entretenu pendant plus d'1 heure avec Vladimir Poutine. Avez-vous abordé cette question de l'embargo russe contre les importations agricoles européennes? On en a beaucoup entendu parler en France à l'occasion du Salon de l'agriculture. C'est naturellement la question des sanctions qui est posée. Voilà pourquoi je fais de la sortie de crise un préalable, et d'une sortie de crise rapide la meilleure des solutions à apporter. Ce que j'ai constaté, c'est que naturellement les entreprises françaises installées en Russie, comme nos compatriotes, souhaitent la levée la plus rapide des sanctions, mais en même temps, ils sont en capacité aussi de comprendre que les sanctions, c'est aussi une réponse politique pour essayer de trouver une sortie politique et non pas dans la violence d'une crise régionale. Gérard Larcher, la visite de 4 parlementaires français en Syrie, dont 2 sénateurs, suscite la colère de l'exécutif français. François Hollande a dénoncé ceux qui parlent avec Bachar al-Assad, ce dictateur. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est une démarche personnelle pour bien connaître les 4 parlementaires. Je crois qu'ils ont été d'abord aussi préoccupés par la situation des minorités
des minorités dans ce pays, toutes les minorités et notamment les minorités chrétiennes. Je rappelle quand même que 5000 chrétiens fuyaient dans des circonstances particulièrement douloureuses du nord de la Syrie après des exactions commises par Daesh. Ça n'excuse rien, d'ailleurs il n'y a pas à excuser, les parlementaires sont des gens libres. Je peux comprendre la réaction de l'exécutif, mais en même temps je veux porter des préoccupations qui faisaient partie du courrier qu'ils ont bien voulu m'adresser et que j'ai reçu en Russie. Voilà. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Voilà pour cet entretien réalisé cet après-midi avec le président du Sénat qui, vous le venez de l'entendre, estime que les parlementaires sont libres. Mais la visite des élus en Syrie a suscité la colère de François Hollande. Le chef de l'État condamne cette initiative auprès du dictateur Assad. De retour en France cet après-midi, François Zocchetto, le président du groupe UDI-UC du Sénat, a justifié ce déplacement. Louis Sibyl et Perrine Tarnot. 1 heure d'entretien avec Bachar al-Assad, une visite qui fait polémique. De retour en France, les parlementaires défendent leur position. À titre personnel, je suis convaincu qu'on ne peut pas trouver de solution à la lutte contre le terrorisme sans mettre la Syrie dans le coup. Et ça ne veut pas dire qu'on soutient, que l'on soit d'accord, bien au contraire, avec la politique syrienne. Une diplomatie parallèle qui n'est pas du goût de l'exécutif. Paris exclut en effet tout contact avec le président syrien. François Hollande condamne cette initiative. Gérard Bapt, un des députés partis en Syrie, affirme pourtant que les conseillers de l'Élysée étaient au courant. Le patron du PS, de son côté, promet des sanctions. Bachar n'est pas un dictateur autoritaire, c'est un boucher. Donc j'ai écrit à Gérard Bapt, je le convoquerai et je prendrai des sanctions. L'opposition est plus partagée. François Fillon a défendu cette initiative. De son côté, Nicolas Sarkozy les aurait traités de gugus. Pour cet ancien ministre de la Défense, les parlementaires ont surtout fait preuve d'amateurisme. Je ne suis pas sûr que des parlementaires, même s'ils connaissent bien la situation d'un pays ou d'une région, disposent à un moment donné de tous les éléments pour pouvoir faire ce genre de rencontre. Et il y a forcément un risque d'être utilisé. De fait, la télévision syrienne s'est empressée de montrer l'image de la rencontre. En 4 ans, la guerre civile en Syrie a fait 200 000 morts. Je vous le disais, en titre, François Hollande a choisi les Philippines, pays particulièrement frappé par les conséquences du réchauffement de la planète, pour donner le coup d'envoi de son plaidoyer environnemental, alors que la France accueillera en décembre 2015 la conférence climat qui devra se solder par un accord universel sur les questions climatiques. Comment lutter contre la radicalisation en prison? Le gouvernement veut créer des quartiers dédiés aux islamistes radicaux. Il en existe déjà à la maison d'arrêt de Fresnes où se sont rendus aujourd'hui les ministres Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve. Lucie Guignot. Démonstration de force pour accueillir les 2 ministres. Ce matin, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira étaient à la prison de Fresnes. C'est ici que depuis octobre 2014, un quartier dédié aux détenus islamistes radicaux est mis en place. Une mesure que le gouvernement veut élargir à 4 autres prisons. Il ne s'agit pas de les regrouper, ils ne sont pas dans une salle ensemble à comploter toute la journée. Ils sont dans un quartier dédié, donc nous protégeons le reste de la population carcérale, d'une part, et d'autre part, nous les isolons dans des cellules séparées, chacun, donc ils ne sont pas ensemble, et nous essayons d'en rattraper parce que, franchement, nous voulons combattre le terrorisme, nous voulons sanctionner, punir les terroristes. Mais pour quel résultat ? À l'issue de la conférence de presse de ce matin, les 2 ministres semblaient gênés par cette question du bilan. Il est peut-être encore trop tôt pour savoir si cette mesure est efficace. Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve ont aussi appuyé la nécessité d'améliorer le renseignement pénitentiaire et le suivi à la sortie de prison. Il y a, compte tenu de la porosité entre la petite délinquance et le grand terrorisme, une nécessité de suivre de façon particulière ceux qui sortent de prison après s'être radicalisés parce qu'ils représentent souvent parmi les plus dangereux des terroristes. Autre mesure déjà annoncée hier en Conseil des ministres, l'embauche de 60 aumôniers musulmans supplémentaires et la création d'un diplôme universitaire pour leur formation. Un encadrement idéologique et religieux pour lutter contre la radicalisation. Et on ouvre à présent notre page consacrée au Salon de l'Agriculture avec la visite aujourd'hui de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Alors que le vote frontiste pourrait séduire certains agriculteurs, elle a tenu à rappeler le lien qui unit, selon elle, son parti au monde agricole et rural. On l'écoute.
Il y a un lien particulier, c'est vrai, avec les agriculteurs, avec les gens de la ruralité. Je crois qu'ils ont pris conscience, ils savent bien que d'abord on les aime, qu'on les respecte, qu'on respecte leur bon sens et qu'on les défend aussi. Parce que c'est pas le tout de les aimer. Et à un mois des départementales, le vote FN pourrait d'ailleurs trouver un terreau fertile dans les campagnes. Le parti de Marine Le Pen surfe sur le sentiment d'abandon des territoires ruraux. Certains élus tentent pourtant d'entretenir un lien social dans les petites communes. C'est le cas en Seine-et-Marne. Reportage de Cécile Sixou. Bonjour, monsieur le maire. Voilà. Comment allez-vous ce matin? Je vais comme un jeune. À 70 ans, Jacques Drouin ne compte pas ses heures. Pour créer du lien social et rendre dynamique Flagy, son village, il multiplie les initiatives avec les habitants. J'ai pas eu mon café ce matin. Ici, ce sont les administrés qui fleurissent les trottoirs et entretiennent le cimetière. Voilà. C'est eux aussi qui s'occupent des vignes. Ce qui est rigolo, c'est de voir des gens qui viennent avec leurs bouteilles, leurs baguettes de pain, leur bout de saucisson. Et puis, quand il fait beau, on s'installe. Et à la fin de la taille, voilà, on casse-croûte ensemble. Malgré son engagement, il est inquiet. La seule station-service du village pourrait disparaître car les normes européennes sont trop contraignantes. Pour remettre en conformité ces stations, on ne pourra jamais investir 80 000 € pour que ce soit mis aux normes. Donc voilà, ça veut dire qu'à très court terme, on verra encore un service qui disparaîtra dans nos communes rurales. Pour le maire de Flagy, les territoires ruraux sont devenus des territoires oubliés. Et on est de plus en plus seul dans la fonction et je suis très inquiet sur le devenir de nos communes rurales par rapport à cette solitude qui nous envahit et je crains fort que nos administrés le ressentent encore 10 fois plus que le maire et que leur réaction par rapport aux prochaines élections soit extrêmement violente. Dans le département, le FN a obtenu 30% aux dernières élections municipales. Jacques Drouin craint qu'aux prochaines départementales, il progresse encore. Et puis à l'occasion du Salon de l'Agriculture, gros plan ce soir sur le gaspillage alimentaire. Un Français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an. Des initiatives existent pour endiguer ce phénomène. Samia Déchir. Ces poires sont des rescapés. Parce qu'elles ont un petit défaut, elles auraient pu finir à la poubelle. C'est ce petit logo qui les a sauvées. Les Gueules Cassées, c'est une marque anti-gaspi lancée par des producteurs, lassés de voir 30% des fruits et légumes passer directement du champ au vide-ordures. On s'est dit on va essayer. On a mis un magasin, puis un deuxième en place. On a surtout mis des panneaux explicatifs avec cette petite tête qui a des défauts, qui a une seule dent, qui a des bosses, mais qui a à la fois un très large sourire. Et finalement, cette façon un peu décalée, un peu humoristique de présenter le produit a fait que ça a marché immédiatement et dans des proportions qu'on n'attendait pas. Moins d'un an après sa création, la marque est aujourd'hui distribuée dans 1500 magasins et élargit sa gamme à d'autres produits comme les céréales jetées parce qu'un peu trop petites. Mais le gaspillage, c'est aussi ces produits jetés parce que leur date de péremption approche. Là encore, les Gueules Cassées lancent un logo pour les mettre en valeur. Vous avez 600 000 tonnes de produits jetés parce qu'ils sont près de leur date. Il faut qu'on les rende très visibles parce que c'est des économies pour les consommateurs en les achetant. Et on crée 1 centime de solidarité sur chaque produit qui est reversé en bout de chaîne aux associations. Des associations qui n'ont pas toujours les moyens de stocker et distribuer les invendus qu'elles récupèrent. C'est aussi ce constat qu'a fait Arache de Rambarche. Cet élu de Courbevoie est à l'origine d'une pétition contre le gaspillage alimentaire. En décembre dernier, il a obtenu l'autorisation d'un supermarché de distribuer les invendus sur place le soir même pendant 2 mois. Lorsque j'ai lancé la pétition sur change.org avec Mathieu Kassovitz, plus de 160 000 signatures depuis 1 mois, on a demandé que tous les supermarchés et hypermarchés puissent avoir l'obligation ou l'incitation contraignante de céder leurs invendus tous les soirs à l'association de leur choix. Une proposition désormais intégrée à la loi anti-gaspillage qui devrait être votée d'ici 2 mois. 24h Sénat, tout de suite le débat. La
France aurait préféré 3 ans, mais elle devra composer avec un délai de 2 ans supplémentaires accordé par Bruxelles pour mener son déficit sous la barre des 3%. Pour cela, il faudra en passer par des réformes accélérées et ambitieuses. Jérôme Rabdi. Ironie de l'histoire, c'est Pierre Moscovici, ancien ministre des Finances, désormais commissaire européen, qui rappelle la France à ses engagements tout en accordant un délai de 2 ans supplémentaires pour repasser sous la barre des 3% de déficit. Un délai accordé grâce aux réformes engagées. La France a déjà annoncé plusieurs réformes au cours des derniers jours. C'est un pas dans la bonne direction. Nous attendons désormais un ambitieux programme national de réformes plus détaillé d'ici avril. Il faudra donc poursuivre dans la lignée de la loi Macron et présenter de nouvelles réformes d'ici avril, ce qui convient très bien au Premier ministre Manuel Valls. Nous devons donc poursuivre les réformes engagées, non pas parce qu'on nous le demande, mais parce qu'il est essentiel que ces réformes soient mises en œuvre. Le déficit français, qui s'élève à 4,4% du PIB en 2014, devra passer à 4,1% cette année, puis descendre sous la barre des 3% en 2017. 2017, année d'élection présidentielle, où il faudra donc rendre des comptes à Bruxelles, ce qui n'inquiète pas le ministre des Finances. Si les Français ensuite peuvent prendre en considération notre réussite au moment où ils jugeront dans l'élection présidentielle, ou pas. Tant mieux. Eh bien écoutez, c'est eux qui jugeront. Mais moi, je ne fais pas ça en fonction d'une élection. Mais si la France arrache un nouveau délai, Bruxelles exige un effort supplémentaire sur le déficit structurel dès cette année. Le gouvernement doit donc trouver 3 à 4 milliards d'euros supplémentaires pour boucler son budget. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Philippe de Sertine, bonsoir. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Delphine. Alors Philippe de Sertine, on le voit, la France a obtenu un sursis de 2 ans. Elle aurait préféré 3 ans. La pression est désormais très forte sur le gouvernement. Est-ce que la France va pouvoir tenir à ses engagements européens? D'abord, ce n'est pas le premier sursis. Nous sommes dans des sursis qui se surajoutent, exactement, les uns après les autres. Donc quand vous dites la pression est très forte, on va dire, c'est relatif. Vous voyez, c'est comme vous dites à un élève, il faut maintenant retrouver la moyenne, mais finalement, il ne l'obtient pas et il continue comme ça à obtenir, on va dire, une mansuétude de la part de ses censures ou de ses tuteurs. Je crois que justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'en réalité, on voit bien que la France est le grand pays européen avec l'Allemagne et que l'Europe, au fond, est très, très ennuyée avec le fait que la France ne parvient pas à, on va dire, réussir à aller vers les engagements que le pays a pris. Et donc, nous avons 2 ans supplémentaires, nous avons des exigences de réforme. On voit que, de toute façon, ce sera surtout un théâtre d'ombre, c'est-à-dire on va annoncer des réformes et surtout, le problème, c'est que les partenaires européens soient à peu près satisfaits ou qu'ils puissent le vendre d'un point de vue intérieur, mais on peut se demander si réellement il y aura une pression supplémentaire pour que la France arrive dans l'engagement qu'elle a fixé et dans l'engagement qu'elle a elle-même défini au moment des traités. On sait que la France avait joué un rôle absolument primordial par rapport à l'instauration de ces règles et à leur respect. Pourtant, Jean-Luc Gombault, on a quand même l'impression que cette fois, la Commission n'a pas voulu faire de cadeaux supplémentaires. Beaucoup de membres étaient agacés quand même du traitement réservé à la France. Le sursis, c'est comme un petit cadeau. C'est même des fleurs, on peut dire, parce que quand on voit comment a été traitée la Grèce cette semaine, je pense que ça montre qu'il vaut mieux être puissant que misérable quand on discute avec la Commission européenne. Donc, mais effectivement, certainement que M. Hollande, d'ailleurs c'est un bruit qu'il avait déjà fait courir, pas lui, mais Bercy, jeudi dernier, en disant la Commission va nous accorder 3 ans. Et en réalité, elle accorde 2 ans, tout simplement parce qu'elle veut mettre la pression avant la présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que d'ici à 2017, vous ayez fait vos fameux 3%. Le problème, c'est que je pense que il n'y aura pas de toute façon de sanctions d'ici à 2017 parce que comme on rentrera en campagne électorale, je ne vois pas la Commission mettre M. Hollande en difficulté sur cette affaire parce qu'en fait c'est très symbolique. Les sanctions, 1% du PIB, bon, même si nous sommes à court d'argent, on pourra toujours trouver 1%, reporter le paiement, enfin il y a tout moyen de pouvoir se débrouiller avec ça. Par contre, politiquement, ça joue un rôle absolument considérable et ça serait vraiment un handicap pour M. Hollande s'il voulait se représenter à la présidentielle. Donc c'est une fleur, mais sur la tige, on a mis quand même 2 ou 3 épines. Effectivement, sur cette question de 2017, année électorale, Philippe de Sertine, ça a pesé dans le choix de la Commission, selon vous? Sans doute, oui. D'ailleurs, dans un sens, dans le sens que vous venez d'évoquer, mais aussi dans un autre, en disant, après tout, une fois que l'élection sera passée, au fond, comme ça, on pourra vraiment repartir d'une page blanche du point de vue des engagements
européen. Donc peut-être aussi dans ce sens-là, en disant que finalement, ce serait peut-être plus ennuyeux de repartir sur quelque chose dans lequel on continuerait d'avoir une sorte de passif. Non, mais je crois que vraiment, là, ce que l'on voit bien, c'est que les sanctions qu'on évoquait, effectivement, elles ne sont pas pour la France. La France n'aura pas de sanctions. Au fond, on doit bien se dire, nous, en tant que citoyens français, que le problème que nous pouvons avoir par rapport à notre équilibre budgétaire, par rapport au poids de nos finances publiques, par rapport au poids de nos finances, par rapport au PIB, de nos dépenses publiques, par rapport au PIB qui ne cesse d'augmenter, qui ont continué d'augmenter encore l'année dernière, c'est un problème que nous devons résoudre nous. Ça n'est pas l'Europe qui va nous obliger, c'est pas l'Europe qui impose quoi que ce soit. Alors souvent, évidemment, les politiques français ont tendance à, on va dire, placer Bruxelles en première ligne. En réalité, on voit bien que Bruxelles, aujourd'hui, n'est que finalement un témoin des problèmes des grands pays, et que ça n'est rien de plus. Nous n'aurons pas de contraintes, nous n'aurons pas d'obligations. S'il y a problème, on va dire l'ensemble de nos partenaires européens en seront désolés avec nous, parce que nous risquons d'en avoir des conséquences, mais ce ne sont pas des conséquences liées à l'Europe, ce seront des conséquences économiques générales. Jean-Luc Gobon, vous partagez l'analyse de Philippe de Pas Sertine? tout à fait, parce que c'est un témoin, oui, mais enfin, si nous n'étions pas membres de l'Europe, le déficit ne serait pas à 4,1% en 2015. Il y a quand même une pression européenne, il y a une pression de l'Allemagne, il y a une pression de nos partenaires, et ce qui se comprend tout à fait. Nous partageons la même monnaie, donc quelque part, ils disent, écoutez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec notre monnaie aussi. Nous sommes dans un système d'eau. Je pense qu'on ne peut pas simplement taxer l'Europe simplement de témoin. Je ne crois pas. Il y a quand même un système qui fait que... Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Parce que nous voyons bien qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. On s'est dit, on a peut-être besoin aussi de l'extérieur pour nous aider à le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'il y a aussi l'idée que peut-être que M. Hollande, derrière sa tête, se dit, en fin de compte, bon, j'ai mon petit sursis, je continue à faire comme j'entends les choses. Parce que quand M. Valls nous dit, il faut continuer les réformes de structure, mais de quelle réforme de structure nous parle-t-il une fois que la loi Macron est posée? De quoi C'était les dernières, on a dit que c'était la dernière. Exactement. Donc, il peut également jouer un peu là-dessus et toujours gagner du temps. M. Sarkozy en a gagné une fois et M. Hollande en gagne 2 fois, pourquoi pas 3? Oui, non, quand je dis que c'est un témoin, malheureusement, je le déplore, soyons très clairs. C'est pour moi un constat. Et je crois d'ailleurs que le fait que l'Europe ne puisse pas s'imposer, notamment par rapport à des grands États comme la France, voire comme l'Allemagne, d'ailleurs, dans le passé, il y a eu aussi un certain nombre de mots qui ont été dits sur l'absence d'investissement en Allemagne. Mais tout ça, ce sont des constats. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous avons un pouvoir qui se réfugie dans des structures techniques européennes. La BCE s'est affirmée de plus en plus, c'est-à-dire la Commission et, on va dire, le Parlement européen, finalement, étant beaucoup plus en retrait par rapport aux États, on a ces organes techniques, et puis on a malheureusement aussi, ce qui est vraiment embêtant par rapport au fonctionnement de l'Europe, le risque d'avoir de plus en plus des oppositions entre États. C'est-à-dire ce qu'on voit d'ailleurs avec la Grèce en ce moment, c'est-à-dire on voit que finalement l'Europe ne dit pas grand-chose, et que du coup ce sont les États qui se retrouvent en première ligne, et éventuellement lorsqu'ils ne le font pas, avec des risques de monter à l'intérieur de ces États de sentiments européens, de partis anti-européens. Donc je crois que quand je dis cela, malheureusement je le déplore, et je pense que la France doit le déplorer aussi, ou plus exactement, la France devrait assumer bien davantage sa parole politique. C'est une parole très forte de dire on s'engage à revenir. Or nous ne le faisons pas, ce gouvernement ne le fait pas, les gouvernements précédents ne l'ont pas fait non plus, et donc on se retrouve nous-mêmes en train d'affaiblir l'objet européen. Jean-Luc Gombault, Monsieur Desartines, vous dites on s'engage, mais M. Hollande, par exemple, s'est engagé à ne pas dépasser les 50 milliards d'économies d'ici à 2017. Il l'a dit plusieurs fois. Je n'irai pas plus loin que les 50 milliards. Est-ce qu'il peut... Donc là, c'est un engagement qu'il a pris, pas comme candidat, mais comme président de la République, vis-à-vis de la nation. Des Français. Oui, des Français, mais pas vis-à-vis de l'Europe. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire par là, ça met un point d'interrogation sur de 3 à 4 milliards à trouver d'ici à 3 mois. Là aussi, comment la France peut-elle faire? Écoutez, en octobre dernier, quand on a présenté le budget, la Commission Bruxelles a déjà dit si c'est comme ça, je reste de vous sanctionner, il manque 3 milliards. Vous vous rappelez? Et le 25 octobre, M. Sapin s'est fendu d'une petite missive. Il avait trouvé 3,6 milliards avec, je vais lutter contre la fraude fiscale, un peu d'ailleurs que ce qu'a dit Tsipras cette semaine. Je vais trouver telle ou telle taxe, etc. Et il a trouvé 3,6 milliards. Et ça a calmé pendant quelques mois la Commission de Bruxelles. On verra si ces 3,6 milliards existent dans le budget 2015. Donc d'ici avril, moi je ne me fais pas d'inquiétude, on va trouver 3 milliards. Il n'y a pas de problème. N'importe quel énarque vous en trouvera. Oui, mais les rapports de la Cour des comptes
comptes et du Haut Conseil des finances publiques, d'ailleurs, ont souligné que, effectivement, souvent, on était sur des logiques comptables. On n'était pas du tout dans les logiques de réformes structurelles, qui sont normalement l'élément qui doivent permettre d'avoir ces économies. Non, je répète, on est toujours, malheureusement, et là, vraiment, la France a un rôle, une responsabilité forte de ce point de vue, dans un théâtre d'ombre. C'est-à-dire, on va annoncer des changements comptables, on va annoncer, on va dire, des efforts dans tel ou tel élément, et on dit, voilà, la note est conforme. Alors, évidemment, tout le monde va dire, bon, bah, ça va, on est à peu près dans un tour de passe-passe avec peut-être un gel de certains crédits budgétaires. Personne ne veut de crise. Personne ne veut de crise. Il y a une carte qu'ils peuvent jouer et qu'ils vont essayer de jouer avec l'histoire de la négociation sur le dialogue social. C'est que M. Valls va faire un truc très consensuel là-dessus. Il va faire, et ça va lui permettre de faire pression sur les partenaires sociaux. Dans les négociations sur l'UNEDIC, il y a quand même 4 milliards de déficit. Et dans les négociations sur la retraite complémentaire, où il y a 2 milliards de déficit, il y a 6 milliards là-dedans. Et sur l'assurance chômage, la négociation revient aux partenaires sociaux, oui, mais pas au il y a une gouvernement, pression justement, il y a une pression auprès des partenaires sociaux pour qu'ils anticipent la négociation sur l'UNEDIC et qu'ils anticipent les négociations sur les retraites complémentaires. Et je crois que c'est là-dessus qu'il va essayer de jouer. Est-ce qu'il aura à l'intérieur des partenaires sociaux les appuis pour pouvoir faire ces économies importantes quand même, 4 à 6 milliards, c'est beaucoup. Ça, c'est la grande question politique qui lui est posée. Philippe de Sertine, sur cette question effectivement de l'assurance chômage ou du marché du travail, que peut faire le gouvernement? Et sur la question des retraites, je crois que ce sont vraiment les grandes réformes structurelles. C'est là où le système français, aujourd'hui, on le sait, et tout le monde en est conscient, ce système aujourd'hui ne fonctionne pas, il est bloqué. Il faut absolument que nous arrivions à faire des réformes très profondes. Alors, est-ce que c'est aux partenaires sociaux, on va dire, à qui on doit refiler en quelque sorte la patate chaude en disant bah, débrouillez-vous, vous savez bien que ça marche pas, on a besoin d'un consensus, donc faites-le. Est-ce que là, on ne doit pas avoir un acte fort du gouvernement pour rentrer dans des réformes beaucoup plus long terme, parce que le risque, évidemment, c'est que l'on continue la politique française, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre une sorte de rustine. Ce serait quoi, par exemple, un acte fort du gouvernement? Ce serait de vraiment proposer une modification profonde de l'assurance chômage, une modification profonde des régimes de retraite avec des réflexions fortes sur notamment, par exemple, l'âge de départ à la retraite, et qu'ensuite, on ait ces propositions qui soient négociées par les partenaires sociaux en voyant comment on va se positionner. Aujourd'hui, on est dans une logique où sans cesse, on essaie d'avoir finalement la réforme la plus acceptable possible, c'est-à-dire la plupart du temps, on va dire la plus à court terme possible. Jean-Louis Gombault. Bien, je pense que d'ici, on voit bien qu'avec le débat qui est posé, parce que c'est, je ne dirais pas que c'est dans la Constitution, mais c'est statutaire. C'est-à-dire l'UNEDIC et les retraites complémentaires n'appartiennent pas au gouvernement. Donc, il faut qu'il fasse pression. D'ailleurs, il a très bien compris, le secrétaire de FO, quand monsieur Jean-Louis, je me rappelle Jean-Claude Mailly. Merci Jean-Claude Mailly, merci beaucoup. Il a très bien compris. Je ne veux pas qu'on utilise le 49.3 le 49.3 social, parce qu'il voit bien que la pression va aujourd'hui s'exercer. Mais s'ils obtiennent des choses sur tout ce qui est le dialogue social, peut-être que ces négociations pourraient être en cours. Mais en tout cas, tout ça signifie quoi? C'est que les difficultés quand même de cet ordre sont maintenant devant nous incontestablement, malgré ce sursis. C'est un peu le couloir de la mort, vous savez. On dit aux condamnés, vous avez... Bon, on reporte de 3 mois, puis là, il attend, donc voilà. Eh bien, peut-être 30 secondes pour conclure, Philippe. Oui, on aura là très probablement des contreparties sur la question de la pénibilité, enfin, qui est aussi l'un des grands aspects sous-jacents, le dossier sous-jacent pour les partenaires sociaux. Bon, bah voilà. Mais c'est pas comme ça que la France va évoluer, va avancer fortement, ainsi que l'attendent nos partenaires européens. Bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.